Merci beaucoup Romain, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être ici et merci de l'invitation. Alors je ne vous parlerai pas de vermifuges pour vaches ou crack ou drogue qui font rugir aux toilettes, mais on va essayer de se focaliser sur un problème de pratique quotidienne en réanimation, cette fois-ci sur la toxicité, on va dire, pas la toxicologie, et la part prise par les agents de sédation et d'analgésie qu'on manipule tous les jours dans l'agression cérébrale et ses conséquences. Parce que, comme ça avait été anticipé de façon assez visionnaire lors de ce symposium à Bruxelles il y a quelques années déjà, eh bien on passe largement à côté d'un certain nombre d'agressions qui se produisent pendant le séjour en réanimation, voilà, et encore pour intercepter finalement des conséquences, notamment sur des organes particulièrement silencieux comme le cerveau. Et il est un certain nombre de phénomènes qui se produisent là, qui passent inaperçus, dont les manifestations symptomatiques sont ténues, et certainement le délirium est un syndrome, je veux dire, un des rares qu'on ait qui soit assez facilement interceptable si on le cherche bien, et qui peut rapporter gros en ce qui concerne la prédiction et peut-être la prévention d'un certain nombre de complications graves, d'abord on va y revenir, et des dysfonctions cognitives après réanimation qui se font jour de plus en plus dans la littérature. Donc c'est un petit peu ça qu'on va voir. La littérature de haut niveau pullule maintenant d'articles convaincants montrant qu'après la réanimation, il y a une altération des performances des patients dans leur vie quotidienne, liées essentiellement à des troubles de l'attention et à des troubles de la mémoire qui perturbent, qui sont un vrai handicap pour un certain nombre de patients qui perdent leur autonomie. Qui plus est, pour faire le lien direct avec notre sujet, eh bien, cette fameuse confusion qu'on appelle maintenant d'un terme anglais, à peu près partout, le délirium, qui est peut-être un petit peu plus que la confusion. Ça n'est pas une agitation frénétique, puisque la plupart des déliriums sont calmes en réanimation, c'est pour ça qu'il faut les chercher, parce qu'ils ont la même signification pronostique. En tout cas, c'est un prédicteur robuste de la survenue de cette altération des performances psychomotrices à distance, et un prédicteur surtout de complications gravissimes et de mortalité dans à peu près toutes les situations dans les clinical settings, dans les services, dans les spécialités, que ce soit, comme vous pouvez le voir, en réanimation, j'ai encadré en rouge, mais également en neurovasculaire, mais également dans les départements de médecine d'urgence et surtout en post-opératoire. Il y a 5 méta-analyses qui montrent que, après fracture de hanche, par exemple, la survenue d'un seul épisode de confusion, donc de délirium, est un prédicteur de mortalité. Donc c'est quelque chose, certainement, auquel il faut s'intéresser. Et concernant nos patients de réanimation, qu'est-ce qui peut bien donner une incidence aussi élevée de délirium et de dysfonction cognitive à long terme, en tout cas captée par une approche partielle, parce qu'il y aurait pas mal à dire sur la méthodologie des tests cognitifs, mais en tout cas, on en capte quand même certains. Eh bien, si on regarde attentivement ce papier, comme toujours, il ne faut pas simplement regarder ce qui est sur la porte des toilettes, mais à l'intérieur, il n'y a pas forcément du Saint-Zano, où il y a écrit Saint-Zano sur la porte. C'est un peu la même chose dans ce papier de l'équipe de Wessely, qui montre, mais dans un petit tableau, que tous ces patients, en fait, avaient eu, vous voyez, entre, on va dire, une médiane de 3 jours de coma thérapeutique profond, de coma profond, ça va jusqu'à pratiquement une semaine. Et pourquoi ces patients qui développent, dans une grande majorité, des troubles cognitifs à distance, ont eu ces comas? Eh bien, parce qu'ils ont été profondément sédatés dès l'arrivée en réanimation, et ceci pendant un nombre de jours non négligeable. Et on peut discuter, à la lumière de la littérature émergente, le bien fondé d'une telle attitude. Pourquoi? Parce que ces agents traditionnels de sédation qu'on utilise, on va dire les benzodiazépines, même le propofol, eh bien, posent des problèmes importants que la littérature fait émerger. L'augmentation de la durée de séjour, de la ventilation mécanique et donc des complications attenantes, et pas des moindres. Vous pouvez toujours essayer de faire un diagnostic neurologique précis sous sédation, vous m'appellerez si vous y arrivez, sans arrêter la perfusion soit de midazolam, soit de propofol. Ça n'est pas possible avec ces drogues.
Et enfin, donc, on a de plus en plus d'éléments qui incriminent directement un certain nombre de ces agents, les benzodiazépines notamment, sans qu'il y ait une toxicité directe démontrée, bien entendu, de ces molécules sur le cerveau, en tout cas en clinique, dans les conséquences à long terme. Mais on a quand même un certain nombre d'éléments, si on prend l'exemple de ces médicaments quand même, qui sont très répandus dans notre arsenal, pour dire que ce délirium, dont je vous ai montré la signification pronostique hautement péjorative, eh bien, est prédit de façon dose dépendante par une molécule comme le lorazépam, donc le Temestin intraveineux qui est utilisé aux États-Unis. Une autre façon de provoquer ce délirium, c'est le syndrome de sevrage, bien entendu, aux benzodiazépines, avec des critères, on va dire, quantitatifs et de durée de prolongation, mixés avec les morphiniques, c'est sûr, mais c'est une autre façon de les provoquer. On sait que les benzodiazépines également sont à l'origine de ces syndromes de post-traumatique, de stress post-traumatique, qui sont quoi? Des syndromes psychiatriques graves, qui n'arrivent fort heureusement pas chez tous les patients de réanimation. Certains sont favorisés par les souvenirs mauvais ou douloureux de la réanimation. En tout cas, ce sont des syndromes qui durent des mois, voire des années. Vous voyez, dans cette série de 8 cas qui sont suivis depuis 2 ans, eh bien, seule la moitié a été guérie au bout de 2 ans. Ils sont en arrêt de travail et c'est un coût lourd pour eux et pour la société, bien entendu. Et puis quelques publications émergentes, là, qui, même si ce n'est pas directement de la pratique de réanimation, eh bien, la perfusion intraveineuse de midazolam est prise en compte dans cette étude du BJA également. Il y a une petite cohorte de patients dedans. On rapproche de plus en plus ces drogues comme effectivement des facteurs prédicteurs ou causaux peut-être contribuant à accélérer le développement des démences à l'âge âgé. Et puis voilà une thématique qui prend encore un cran d'importance avec ces 2 cohortes, j'en ai présenté qu'une pour les besoins de l'exposé, de l'équipe australienne de Sheabi, qui a montré quoi? Eh bien, sur une cohorte à peu près 1000 patients, il y en a 2 exactement pareils de chaque côté de l'océan Indien, dans le groupe ANZIC. Celle-ci a été publiée dans la JRCCM. On montre que dans les patients qui ont été profondément sédatés, avec des Ramsay, on va dire, bas, ou des RAS maintenant -5, avec des vraiment très profondément sédatés, à leur arrivée en réanimation, eh bien, pour des besoins, des bonnes ou des mauvaises raisons, mais souvent des bonnes, on veut être tranquille pour soigner la pathologie noble, on met des tuyaux, on les mobilise, on veut que le patient ne bouge pas un cil pendant qu'on s'occupe de leur cas. Eh bien, ça se paye en termes de mortalité à 6 mois, puisque c'est la première fois qu'on démontre une différence de mortalité, je dis bien de mortalité, simplement par le niveau de sédation tout de suite à l'arrivée en réanimation. Okay, ça, c'est quand même une donnée importante. 2 cohortes qui suggèrent ça. Bien sûr, ce n'est pas une causalité, c'est une association, mais ça mérite d'être pris en compte, on reviendra là-dessus. Alors, devant ces constatations, le délirium, les dysfonctions cognitives, peut-être le rôle de la sédation profonde, sûrement, mais les benzodiazépines, peut-être, on peut dire, et je suis frappé effectivement de constater, mais c'est documenté dans la littérature aussi, notamment par Jonas Krobik et l'équipe de Montréal, que les réanimateurs et anesthésistes réanimateurs, le délirium, ça ne leur parle pas beaucoup. C'est qu'est-ce qu'ils mesurent ici, une fois par jour au moins dans son unité? Vous? Eh bien, madame, vous êtes une rare exception parce que c'est à peu près pas plus d'1 personne qui lève le doigt dans la salle quand je pose cette question. Vous? OK, 2 ou 3. Donc, non, le délirium. La CAM ICU, je vais y venir tout de suite. Le délirium, la confusion, 1 fois par jour, systématiquement. Bon. Donc, c'est quelque chose qui ne parle pas aux réanimateurs. Et on a peu d'outils quand même qui sont aussi puissants sur le plan du pronostic et de la prédiction de mortalité et de morbidité. Alors là, pour le coup, bien démontré. Donc, il faut absolument qu'on s'améliore. On a tous les outils qu'il faut. Vous voyez, la CAM ICU, surabondamment commentée dans les sessions du Congrès. Je n'y reviendrai pas, dont les items sont faisables en 5 minutes, basés sur la définition psychiatrique du DSM-5 du délirium, qui a, on va dire, un panel de tests cognitifs plus élaborés et plus complets, bien entendu, puisque ce sont des tests faits par des psychiatres ou des psychologues, mais on a cette échelle est d'une robustesse en termes de réponse au changement, de validité transversale et d'équilibre en termes de
versant hyperactif et versant hypoactif, puisque la plupart des déliriums en fait sont hypoactifs. Ce ne sont pas des patients qui cassent tout en réanimation, mais c'est des délires calmes qu'il faut aller traquer. Il y en a une deuxième qui a été moins advertisée, ça a été moins médiatisé, mais elle est tout aussi bonne. C'est l'échelle de Bergeron, la ICDSC de Montréal, où là l'approche est un peu différente. Ce ne sont pas des questions qu'on pose aux patients, ce qui était le cas dans la CAMA ICU, mais c'est une observation pendant une période de 12 heures, vous voyez, d'un certain nombre d'items que l'on coche, que les infirmières ou les médecins cochent au fur et à mesure qu'ils les détectent. Et quand on en observe plus de 4 sur une période de 12 heures, eh bien, on a le diagnostic de délirium. Et l'air sous la courbe est absolument excellente. Elle est équivalente à l'échelle de la CAMA ICU, mais beaucoup moins répandue parce que Ely est un maître du genre. Alors, ce n'est pas le tout de le mesurer, mais après, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit qu'il y a une confusion, y compris calme? Eh bien, ça peut rapporter gros. Rechercher, traquer une cause organique, bien entendu, est la première chose à faire. Il y en a beaucoup. En voici un exemple qu'on avait dans le service, une encéphalopathie septique à J4 d'une chirurgie colique, où pour le chirurgien tout allait bien, et en fait, le vaudou était là. C'est cette collection, alors les chirurgiens appellent ça une fistulette anastomotique, c'est un terme propre pour dire péritonite, et qui a été guérie par la reprise chirurgicale, les antibiotiques, sans autre traitement psychotrope. Donc là encore, si on passe à côté de ça, et ça nous est arrivé en réanimation chirurgicale, mais des dizaines et des dizaines de fois, eh bien c'est le lit de la défaillance multiviscérale et d'une certaine mortalité. Alors, il y a un certain nombre de causes organiques qui sont listées là, des choses assez simples à diagnostiquer, vous voyez, la douleur, l'hypoxémie, l'hypotension, le choc hémorragique à sa phase initiale, par exemple. Bien entendu, l'encéphalopathie septique, qui est une cause majeure de cette confusion, et les médicaments qu'on utilise, qui sont le sujet du jour, donc pour sédater les patients de réanimation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? D'abord, se référer aux guidelines. Notre conférence de consensus de 2007 sur la sédation en réanimation est très belle, mais elle est has-been. Les guidelines américains, qui ont repris en 2013, pas parce qu'ils sont plus intelligents, simplement, un certain nombre de grands papiers sont parus entre 2007 et 2013 et ont fait complètement changer la donne, avec un niveau de sédation qui, chez le patient lambda non cérébrolésé, ne doit plus être le coma profond que nos maîtres nous ont enseigné, mais beaucoup plus allégé, et le patient doit être non-algique, calme et capable de communiquer ses besoins avec le personnel soignant et médical, et non anxieux. Ceci, on va dire à la louche, chez 80% des patients intubés, ventilés de réanimation. Ça a l'air de rien de dire ça, mais il y a une certaine inertie à répandre ça, on va dire, dans la communauté de réanimation et d'anesthésie-réanimation. Alors, est-ce qu'il faut s'attaquer? Est-ce que c'est un problème d'agent? Eh bien non, ça c'était une photographie, on va dire, de ce qui se faisait il y a une dizaine d'années, c'est à peu près pareil, vous voyez qu'on fait de tout un peu partout dans tous les pays. Alors, par exemple, de dire c'est parce qu'on fait du fentanyl, ça c'est une longue durée d'action, ou du sufentanyl, que ça empêche d'extuber les patients, qui ont une durée de séjour plus longue, qui font plus de pomopathie, etc., et donc plus de confusion. Est-ce que c'est le cas? Non. Vous voyez, le rémifentanyl, cette molécule, l'Ultiva, la molécule miracle, morphinique de durée d'action ultra courte, a été comparée dans plusieurs essais, dont celui-là qui a été arrêté pour futilité. Il n'y a aucune différence dans les items, quel que soit le primary outcome choisi. Donc ce n'est pas là qu'il faut les faire. Pour alléger le niveau de sédation chez un patient lambda, on peut peut-être prescrire ce qu'on appelle des coanalgésiques. C'est ce qu'on fait très souvent dans la période post-opératoire sur la réhabilitation. Alors c'est très pratique en post-op. En réanimation, c'est une autre paire de manches. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et à juste titre, il y a une hésitation à prescrire ces médicaments qui ne sont pas très simples à manier avec des patients défaillants d'organes. Et dans l'enquête qu'on avait faite avec Jean-François Payen, Gérald et Olivier Mimose, eh bien, on montrait bien qu'intuitivement, ces médicaments sont prescrits, alors le Nefopam, les NNS, etc., mais chez les patients qui sont les moins graves, en gros, qui sont quasiment non-algiques, et un peu pour se donner bonne conscience, finalement. Mais ce n'est pas les patients qui en auraient vraiment besoin pour diminuer la consommation, alors peut-être d'hypnotiques, en tout cas d'analgésiques, qui en ont. Et donc, là, les guidelines américains, une fois de plus, dont au passage, vous remarquerez que le mot sédation n'apparaît plus dans le titre, ce n'est pas du tout anodin. La sédation, en 2014, j'y reviendrai, mais c'est
hiérarchiquement de s'occuper, un, de la douleur, deux, de voir s'il y a un délirium, et troisièmement, seulement après, de savoir s'il y a besoin d'un composant hypnotique. Eh bien, suggère de passer directement à un autre type d'agent que les benzodiazépines, dont je vous ai égrené quelques inconvénients et non des moindres, et qui probablement, dans ma vue personnelle en tout cas, appartiendront bientôt au musée de la sédation. Je le fais de façon un petit peu provocante, mais on en reparlera dans quelques années. Pour préférer des agents plus short-acting, comme le propofol, qui était de la même classe pharmacologique, ce sont des agonistes des récepteurs GABA, ou la dexméthomidine, qui est cet alpha-2 agoniste aux propriétés tout à fait particulières, qui préserve la ventilation spontanée, agit au niveau de cette structure noradrénergique protubérantielle qui innerve l'ensemble du cerveau pour vous maintenir éveillé pendant ce topo, par exemple, et la stimulation je ne sais pas si c'est le cas, mais la stimulation par des alpha-2 récepteurs inhibiteurs coupe complètement l'activité des neurones noradrénergiques et induit l'anesthésie, on va dire, avec également, ce qui n'est pas banal pour un intraveineux, d'être à la fois analgésique et hypnotique. Alors c'est un sympatholytique puissant, donc il s'accompagne d'une diminution de fréquence cardiaque et de pression artérielle. Et il a surtout un profil neuropharmacologique tout à fait particulier qui permet au patient qui est sous DEX de pouvoir être réveillable comme ça, d'ouvrir les yeux, d'effectuer des tests, même cognitifs sophistiqués sous perfusion et de retourner après à l'état du sommeil. Donc tout ce qu'il faut finalement pour avoir ce patient, théoriquement en tout cas, réveillable, communicant, confortable et coopérant. Alors pour faire très court et rapide sur ce sujet, il y a une grande méta-analyse qui, vous voyez, a fait l'exhaustivité des essais ayant inclus l'ADEX contre un comparateur en randomisé contrôlé. Il y a quand même plus de 3500 patients qui ont été assujettis à cela et qui ont eu de l'ADEX dans ce cas, donc on peut en tirer quelque chose. Ce qui ressort, même si les grands essais du JAMA que vous reconnaissez encadrés en bleu déséquilibrent la méta-analyse et la tire bien entendu vers le résultat, on voit une diminution de la ventilation mécanique, donc de la durée de ventilation et de la durée de séjour en réanimation, c'est pareil. Et c'est le seul résultat qui pour l'instant apparaît. Il y a un objectif secondaire qui apparaît dans 2 des 3 grands essais, qui est la diminution du nombre de jours avec confusion, delirium free days, et de coma. Donc c'est un objectif secondaire, c'est une piste, mais ça ne fait pas, et ça il faut bien faire attention pour ceux qui utilisent cette drogue ou qui s'y sont mis, il y en a là dans la salle qui utilisent l'ADEX, ok. Ce n'est pas la drogue du contrôle de l'agitation aiguë. Si vous l'utilisez comme ça, c'est certain que ça ne marchera pas. Mais peut-être que ça a un certain effet préventif sur la diminution de l'incidence de la confusion en réanimation. Okay. Et puis, by the way, il y a des données comme celle-ci qui sont intéressantes, des données pilotes sur le plan, c'est fait chez des patients de réanimation par des polysomnographies, où je vous rappelle que voilà le tracé normal de vous et moi si on n'a pas été de garde, donc avec au cours d'une nuit, là, des cycles de sommeil qui passent de l'éveil au sommeil paradoxal, avec plusieurs cycles par nuit. Voilà le tracé typique d'un patient intubé ventilé en réanimation, c'est quasi constant, donc le sommeil est profondément déstructuré, avec une fragmentation incroyable et la suppression de tous les stades de sommeil profond. Ceci peut ne pas avoir que des conséquences cosmétiques, mais peut-être aussi somatiques. Il y a toute une littérature qui documente ceci. Et l'ADEX et donc c'est également une cause de délirium, les troubles du sommeil en réanimation, il y a des cas cliniques très bien rapportés pour ça. On voit que l'ADEX, effectivement, dans cette étude, diminue l'index de fragmentation du sommeil en augmentant au moins le stade 2 et en diminuant le stade 1. Donc on ne récupère pas des stades de sommeil profond, mais au moins on augmente un petit peu la qualité de ce sommeil. Et puis il y a surtout cette étude pilote faite par Shehabi en Australie, sur lequel je n'ai pas le temps de développer, mais on l'a développé dans les sessions précédentes, qui a testé un protocole à base de DEX par rapport à un comparateur qui est le propofol, donc un GABA agonisme et de durée d'action relativement rapide, pour savoir s'il était possible d'atteindre
un niveau de sédation allégé, on va dire un RASS entre -2 et +1, dans un temps, on va dire, compatible, enfin dans un temps rapide après l'admission. Toujours dans cette idée que la surmortalité qu'il décrit dans sa cohorte pourrait être prévenue si on ajustait la sédation de façon plus légère en début de séjour. Mais encore pour ça, il faut arriver à le faire avec une drogue suffisamment maniable et dont le profil pharmacologique s'y prête. Et bien, quand vous voyez le pourcentage de patients chez qui on a effectivement cet objectif de sédation atteint, un patient calme, coopératif, etc., dans le groupe à base de DEX, qui est en noir par rapport au comparateur qui est le propofol en blanc, et pourtant le propofol est une drogue d'action rapide, qui s'accumule quand même pas si vite que ça, beaucoup moins que les benzos. Il y a une différence très importante entre le taux de succès, beaucoup avec la DEX, très peu avec le propofol, et ceci pendant les 2 premiers jours. Et en fait, on peut atteindre effectivement en moins de 2 heures, dans son article, dans cette étude pilote, cet état. Donc là, il y a en tout cas une piste pour peut-être corriger ce surdosage en hypnotique qui fait peut-être, c'est le but de l'essai, alors là, à 4000 patients SPICE-3, basé sur cette étude pilote, DEX versus comparateur propofol, objectif principal, la mortalité à 90 jours. Donc on verra si effectivement l'hypothèse était bonne et si ce médicament a cette vertu. Ça serait quand même une grande première de montrer qu'une stratégie de maniement de sédation diminue la mortalité. Ça n'a jamais été montré jusqu'à présent. Alors les autres possibilités pour contrôler, améliorer ce délirium, cette dysfonction liée à l'utilisation des agents de sédation, peut-être l'utilisation d'halogénés, les systèmes Anaconda autrefois, alors on peut en disposer, il y a peu de données là-dessus, des cas cliniques rapportés, on en parlera demain sur cette session des cas un peu qui sortent des habitudes, on va dire, en matière de sédation, mais le sévoflurane, comme dans cet essai de l'équipe de Montpellier, et sans rival, vous voyez, par rapport même au propofol sur la durée de ventilation, la durée d'extubation, et l'absence de confusion. Il y a dans cette série pilote une différence nette entre l'incidence du délirium sous sévoflurane, qui est un anesthésique volatile halogéné, donc utilisé ici à très faible concentration par rapport aux intraveineux. Donc là, il y a peut-être une piste pour contrôler les déliriums. Un message très important, c'est en face d'une confusion, et c'est valable en réanimation ou dans un service de chirurgie ou de médecine, ne traiter par des agents pharmacologiques que s'il y a une agitation et qui est dangereuse pour le patient, qui est plein de drains, de tuyaux, etc., ou son entourage. Les benzodiazépines sont à proscrire. Elles ont 3 indications et 3 seulement qui sont très bien répertoriées en réanimation. Mais le contrôle d'une agitation en post-opératoire en réanimation n'est pas celle-ci, sauf en cas de délirium très mince, bien entendu. Et les drogues de choix sont les neuroleptiques, qui sont maniables. Même si l'AMM les prévoit en intramusculaire, on peut les titrer par voie intraveineuse sous surveillance de l'espace sculpté, quel que soit le neuroleptique que vous prenez. Et enfin, au point de vue préventif, eh bien, c'est sûr que la physiothérapie, qui fait partie de cette coopération et de cette activité physique, marche bien pour réduire le délirium. Simplement pour avoir été me balader dans cette équipe-là, à Chicago, et quand on va dans leur service, on voit très bien qu'ils ont les populations qui servent à la recherche et les populations de la vraie vie. Ils ne mesurent pas le délirium en routine clinique dans leur service, mais ils font des études ciblées sur le délirium, avec la chief nurse qui filme les patients sélectionnés pour le supplément vidéo du Lancet, et ils montrent dans ces conditions de recherche qu'on diminue le délirium. Il y a peut-être quelque chose à en tirer en ne laissant pas les patients que l'on reçoit sous prétexte qu'ils ont une pathologie sévère, sepsis, je ne sais pas quoi, choc cardiogénique, plombés dès l'arrivée, plusieurs jours dans le coma. Si on allège le plus tôt possible le niveau de sédation, on pratique cette physiothérapie, au moins on regarde s'ils bougent, on leur allège la sédation, peut-être qu'on gagnera en mortalité. Et ma diapo de conclusion est celle-ci. Le passé, en fait, c'est malheureusement ce qu'on fait encore en partie, vous voyez, cette sédation trop profonde, qui dure trop longtemps, avec des vieilles drogues qui ont l'avenir derrière elles. Et le futur, c'est ce qu'on devrait déjà faire maintenant, cette sédation coopérative, avec comme premier objectif que le patient soit non-algique. Il y en a des médicaments antalgiques pour traiter ça. Ensuite, est-ce qu'ils sont confus? Une revue du New England qui reprend très très bien les bonnes pratiques de la sédation en 2014. Et alors à ce moment-là,
La dexmédetomidine n'est en aucun cas un traitement de l'urgence pour la confusion ou de l'agitation, mais mis comme agent de premier choix, il peut peut-être avoir un effet bénéfique, l'essai SPICE nous le dira. Et enfin, cette sédation doit bien entendu être titrée et monitorée, et surtout s'intéresser au délirium, le mesurer, peut rapporter gros. J'espère que si on m'invite à refaire un topo dans quelques années, la situation aura changé, mais effectivement, ceci n'est pas fait pour l'instant. Merci beaucoup de votre